À ma soirée, les amis de ma femme se sont moqués de ma loyauté. J'ai répondu, vous avez choisi le mauvais homme. Et, Mike, a lâché Randy d'une voix pâteuse, déjà au fond de sa troisième bière et souriant comme s'il savait quelque chose de sale. Tu devrais la tenir en laisse, mon pote. Emily a été bien occupée. Je me suis tourné lentement, les travers de porc encore dans mon assiette, le cœur battant la chamade. Quoi? Il s'est penché plus près, son haleine chaude qui puait le houblon. Le yoga de l'après-midi. Ouais, c'est ça. Le bruit court que ta copine ne fait pas que transpirer ces derniers temps. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'était pas seulement ce qu'il a dit. C'était la façon dont il l'a dit. Comme si c'était de notoriété publique, comme si j'étais la blague dont tout le monde avait déjà ri. Mes doigts se sont crispés autour de l'assiette. Quelque part derrière moi, des enfants riaient. Quelqu'un a monté la musique. Répète un peu ça, ai-je dit, d'une voix basse et stable. Randy a penché la tête. Tu m'as entendu. J'ai lâché l'assiette, travers de porc et tout. Et puis j'ai frappé. Le craquement du poing rencontrant la mâchoire a fendu le brouhaha du barbecue comme un coup de feu. Randy a reculé en trébuchant dans la glacière, renversant une pile de gobelets rouges et se rattrapant au grill. Quelqu'un a crié, une vague de peur a déferlé. Sa femme a hurlé son nom. Du sang a perlé au coin de sa bouche alors qu'il titubait, me regardant avec des yeux écarquillés comme s'il ne s'était pas attendu à ce que je le frappe vraiment. Espèce de fils de, a-t-il grogné. Mais j'avançais déjà. Et, attends, Michael, a crié quelqu'un, des bras me saisissant par derrière. Doucement, mec. C'est une fête. Michael, arrête ça. Cette voix, tranchante, furieuse, c'était celle d'Emily. Elle a traversé la pelouse d'un parageur, ses talons nus poignardant l'herbe, ses joues écarlates. Je me suis tourné vers elle, haletant. Tu vas le défendre, lui, ou moi? Elle a regardé Randy, puis moi. Tu as frappé quelqu'un à une fête d'anniversaire d'enfant. Il a dit que tu me trompais, ai-je répliqué, ma voix plus forte que je ne l'avais voulu. Il a dit que tout le monde le savait. Le visage d'Emily s'est tordu. Et tu as cru Randy? Sérieusement? C'est un ivrogne avec une bedaine de bière qui vit dans un monde imaginaire. Mon Dieu, Michael. J'ai cru à la façon dont tu t'es figé quand il l'a dit. J'ai cru à ton silence. Oh, alors maintenant je suis coupable parce que je n'ai pas fait de scène? Tu veux que je lui arrache les yeux? Ça te ferait te sentir mieux. La foule s'était tue, tout le monde faisant semblant de ne pas écouter. Les enfants se tenaient à l'écart, les yeux grands ouverts, tandis que les adultes nous regardaient comme si c'était un film. Toute la fumée du barbecue et la musique ne pouvaient plus masquer l'attention. Tu n'as pas nié, ai-je dit, plus calmement maintenant. Tu n'as même pas sourcillé. Emily a attrapé mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Tu viens de m'humilier. Tu m'as fait passer pour la méchante. Si le chapeau te fait. Monte dans la voiture, a-t-elle lancé sèchement. Maintenant. Je n'ai pas bougé. J'ai balayé du regard les visages autour de nous. Randy par terre, tenant une serviette sur sa bouche en sang. Nos voisins chuchotant derrière leurs gobelets en plastique. Les amis d'Emily qui évitaient mon regard. Tu veux rentrer à la maison et rejouer à la vie normale, ai-je demandé d'une voix acérée. Tout balayé sous le tapis? Nous partons, Michael. Sa mâchoire s'est contractée. J'ai senti sa prise se resserrer, et cette fois je l'ai laissé me tirer. Le trajet du retour s'est fait dans un silence lourd et tendu. Elle avait les bras croisés comme une barricade, et je fixais le pare-brise, une seule pensée tournant en boucle, et s'il avait raison? Je suis Michael, 38 ans. Je vends des évaluations de risque et des garanties étendues pour vivre. Nous habitons dans un cul-de-sac tranquille à East Austin avec un labrador nommé Whisky et une pelouse que jetons le samedi. Pendant 10 ans, j'ai cru que nous étions solides. Pas parfait, mais réel. De l'amour, un partenariat, un mot de passe Netflix partagé. Mais ce soir, ma femme n'a pas eu l'air choquée quand quelqu'un l'a traitée d'infidèle. Elle avait l'air agacée. Et moi? J'en ai fini d'attendre que la vérité me tombe toute cuite dans le bec. Si personne ne va me la donner, je la trouverai moi-même. Le bruit de la porte d'entrée se refermant derrière nous a été plus fort que d'habitude. Emily est entrée la première, les bras noués sur sa poitrine, ses talons poignardant le carrelage comme des accusations.
Elle n'a pas enlevé ses chaussures, n'a pas jeté son sac sur le crochet comme elle le faisait d'habitude. Elle s'est dirigée droit vers la cuisine, marmonnant entre ses dents, claquant un placard si fort qu'il s'est rouvert. Je suis entré un instant plus tard, silencieux. L'odeur de nettoyant au citron flottait encore dans l'air, vestige de sa frénésie de ménage plus tôt. Tout dans notre maison était impeccable, sauf nous. Tu vas dire quelque chose, ai-je demandé, sans bouger du seuil de la porte. Elle ne s'est pas retournée, a juste ouvert un autre placard et y a fourré le sac de serviettes de fête à moitié utilisé. J'ai dit que tout ce qui s'est passé là-bas était un mensonge, a-t-elle sèchement répondu. Tu n'as rien dit, ai-je corrigé. Tu as crié. Tu as tressailli. Tu m'as laissé là, ma dignité en sang, dans le jardin de quelqu'un d'autre. Elle s'est retournée brusquement, les bras croisés maintenant. Alors, qu'est-ce que j'étais censé faire, Michael? Me lancer dans un monologue sur ma fidélité devant une douzaine de voisins curieux? Ou peut-être que j'aurais dû frapper Randy moi-même et t'emmener comme la femme d'un boxeur primé. J'ai haussé les épaules. N'importe laquelle de ces options m'aurait fait me sentir moins fou. Elle a laissé échapper un rire sec, sans humour. Tu penses que je te dois une performance parce que Randy est un pauvre type en manque de confiance qui adore semer la zizanie. Le nies-tu, et ai-je demandé doucement. Sa mâchoire s'est crispée. Je ne devrais pas avoir à le faire. C'est ça le problème. Alors dis-le. Non. Nous nous sommes regardés à travers la cuisine. Le seul son était le bourdonnement du frigo, l'horloge qui égrenait les secondes, comme si elle nous regardait nous effondrer, seconde après seconde. Je veux juste savoir, ai-je dit, plus calme maintenant. Est-ce que tu couches avec quelqu'un? Elle a cligné des yeux. Juste une fois, puis a secoué la tête lentement, comme si je lui avais demandé si le ciel était rouge. Mon Dieu, Michael, tu as toujours eu ce truc. Cette paranoïa profonde et insidieuse. C'est épuisant. Ce n'est pas un nom. Elle s'est appuyée contre le comptoir, les bras enroulés autour d'elle maintenant. Une lueur de quelque chose a traversé son visage. Pas de la culpabilité, pas de la colère. Quelque chose qui ressemblait plus à un calcul las. Tu penses que si j'avais une liaison, je serais assez stupide pour laisser Randy en avoir vent? J'ai penché la tête. Donc, tu dis que tu me trompais? Juste pas avec quelqu'un d'assez bête pour le dire à Randy. Elle n'a pas répondu à ça. Elle s'est juste retournée, a pris un verre, s'est versé de l'eau, et a bu une lente gorgée. C'était le genre de geste que quelqu'un fait quand il veut paraître calme mais qu'il est déjà en train de se noyer à l'intérieur. Je crois que tu veux qu'il y ait quelque chose, a-t-elle finalement dit. Pour avoir une raison de jouer la victime. Tu adores ça, n'est-ce pas? Ce regard triste, ce numéro du mari blessé. Je ne joue aucun numéro, Emily. Je te demande si tu couches avec quelqu'un et tu n'arrives même pas à me regarder dans les yeux quand tu réponds. Je ne réponds pas aux questions qui ressemblent à des pièges. Non, tu évites les questions qui s'approchent trop de la vérité. Elle a claqué le verre sur le comptoir plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Il s'est fissuré sur le bord. Nous l'avons tous les deux regardé pendant une seconde. Puis elle est partie, passant devant moi pour aller dans le salon. Le silence qu'elle a laissé derrière elle disait tout. Cette nuit-là, nous n'avons pas parlé. Elle est allée se coucher tôt, la porte fermée comme un point final à une dispute qu'elle refusait de terminer. Je suis resté sur le canapé, les lumières tamisées, un whisky à la main, fixant le ventilateur de plafond comme s'il détenait les réponses. Mais la vérité tournait déjà en rond. Emily n'avait pas peur. Elle n'était pas triste. Elle était blasée, détachée, comme quelqu'un qui avait déjà franchi la ligne et qui en voulait maintenant qu'on lui demande où elle se trouvait. C'est ça qui m'a le plus frappé. Pas les mots de Randy, pas l'échymose sur ma main. Pas même le fait qu'elle n'ait pas nié. C'était le fait que j'avais cessé d'être quelqu'un qu'elle craignait de perdre. Et que ça allait changer dès demain. J'allais passer un appel. Pas à elle, pas à Randy, mais à quelqu'un qui traite avec les faits. Parce que si je devais brûler, je voulais que ce soit la vérité qui allume l'allumette. Le bureau se trouvait au-dessus d'un pressing, coincé entre une boutique de vapotage et un salon de manucure qui n'avait pas mis à jour son enseigne depuis 2004. J'ai failli ne pas entrer. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 15 minutes, fixant le panneau, ouvert, clignotant, mes doigts tapotant le volant comme s'ils essayaient de m'en dissuader. Mais je n'étais pas là pour me dissuader de quoi que ce soit.
J'étais là parce qu'Émilie ne voulait pas me donner de réponse. Alors je suis allé trouver quelqu'un qui le ferait. Le hall d'entrée était petit et sentait un léger mélange d'eau de Cologne et de vieux papier. Les chaises étaient en vinyle bon marché, du genre qui s'écaille dans les coins. Un ficus en plastique se penchait près de la fenêtre comme s'il avait renoncé à se tenir droit. Et derrière la porte en verre dépoli où l'on pouvait lire « Jacques Malone, investigation », il était assis, les jambes sur le bureau, les bottes poussiéreuses, les manches retroussées d'une chemisette qui avait peut-être été blanche dans les années 90. Jacques Malone ressemblait exactement au genre d'homme que l'on engage quand on en a marre qu'on nous mente. « C'est vous, Michael ?» a-t-il demandé sans se lever. J'ai hoché la tête et je suis entré, fermant la porte derrière moi. « Asseyez-vous » a-t-il dit, en faisant un geste avec un crayon. « Je facture à l'heure, mais l'écoute est gratuite. Je veux savoir si ma femme me trompe. » Il n'a pas bronché. Il a juste hoché la tête, a ouvert un tiroir et a attrapé un bloc-notes jaune et élimé. « Vous avez des noms, des horaires, des photos ?» J'ai tout déballé, les cours de yoga les mardis et jeudis, les réunions de travail tardives inexpliquées, les 3 semaines du mois dernier où elle n'arrêtait pas de verrouiller son téléphone. J'ai même mentionné Randy, bien que les mots aient laissé un goût amer. Jacques notait tout comme s'il prenait une commande de course. « Elle vous a déjà menti en face ?» Chaque semaine, ai-je dit avec un sourire. Il a de nouveau hoché la tête, mâchonnant le bout de son crayon. « Vous voulez une surveillance ? Les registres d'appel ? Quoi ? La surveillance. La suivre. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi elle le fait. J'ai besoin de savoir avec qui. » Jacques a posé le crayon. Sa voix a baissé d'un ton. « Écoutez, mec, j'en ai fait une centaine comme ça. La plupart des types qui viennent ici espèrent que je ne trouverai rien. Vous n'avez pas l'air d'être un de ces types-là. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste fixé le bloc-notes comme s'il pouvait absorber toutes les choses que je ne pouvais pas dire. Finalement, j'ai demandé, « Et si je me trompe ?» Jacques s'est penché en avant, la voix plate. « Alors vous dormirez mieux. Mais si vous avez raison, au moins vous saurez à quoi vous en tenir. » J'ai hoché la tête lentement, car au fond de moi, je savais déjà. Le temps que je rentre à la maison, Émilie était partie. Elle avait dit quelque chose à propos de courses à faire. Son sac de sport manquait, mais le tapis de yoga était toujours près de la porte, intact. Elle ne prenait même plus la peine de mentir de manière créative. Je suis resté au milieu du couloir, les clés encore à la main, me demandant combien de versions d'elle j'avais manqué en essayant de croire en celle que j'avais épousée. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas de l'imagination. C'était le visage de la trahison quand elle s'habille en routine. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui s'approchait du calme. Parce qu'au moment où l'on arrête d'attendre que la vérité arrive et qu'on commence à la pourchasser, tout change. L'invitation est arrivée alors que je rinçais un verre dans l'évier, le genre de tâche tranquille qui gardait habituellement mes pensées en ordre. Émilie se tenait derrière moi, sa voix désinvolte. Trop désinvolte. Je pensais que peut-être on devrait organiser un dîner. J'ai fermé le robinet. Un quoi ? Elle a souri, lissant ses cheveux en arrière comme si elle répétait sa réplique. Juste une petite réunion. Quelque chose de léger. Pour renouer avec les gens. Tu sais, la normalité. La normalité. Ce mot n'avait pas sa place dans notre maison. Je me suis retourné lentement. Tu veux inviter ces gens-là chez nous ? Après ce qui s'est passé ? Émilie a haussé les épaules comme si le passé pouvait être décollé du mur et repeint. Tout le monde n'était pas impliqué. Et on ne peut pas se cacher éternellement, Michael. Les gens oublient. On leur montre qu'on va bien. Ils passent à autre chose. On ne va pas bien, ai-je dit, en gardant ma voix égale, et je me fiche qu'ils passent à autre chose. Elle a soupiré et s'est appuyée contre le chambranle de la porte, les bras croisés. Alors quoi ? On reste enfermé pendant qu'ils écrivent l'histoire à notre place. Je ne dois de performance à personne. Non, mais peut-être qu'on se le doit à nous-mêmes de contrôler le récit. J'essaie, là. Tu pourrais essayer aussi. La voilà. La carte de la culpabilité, jouée avec un timing parfait. Sa voix s'est adoucie juste assez pour paraître raisonnable. Sans insister, sans accuser, juste assez pour me faire passer pour celui qui n'était pas raisonnable en résistant. Elle ne criait pas. Elle ne le faisait jamais.
Émilie maniait la déception comme d'autres utilisent la force. Je me suis séché les mains, j'ai jeté le torchon sur le comptoir. Je ne veux pas d'une autre soirée remplie de faux rires et de femmes qui chuchotent. Elle s'est approchée. Alors ne fais pas semblant. Sois juste là. Assieds-toi, mange. Laisse-moi gérer le reste. Tu vas vraiment faire comme si rien de tout ça ne s'était passé? Sa voix s'est à peine élevée au-dessus d'un murmure. J'essaie de réparer les choses, Michael. N'est-ce pas ce que tu voulais? Non, pas comme ça. Pas devant les mêmes personnes qui nous ont vus nous briser en direct. Mais quelque chose dans son visage, une lueur de peur réelle sous la surface, m'a fait hésiter. Elle n'était plus aussi sûre de sa position qu'avant. Ça, c'était nouveau. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, organise ton dîner. Ses yeux se sont levés, surpris. Tu resteras. Je serai là. C'est tout ce que je promets. Et sur ce, elle s'est retournée et est partie, de nouveau confiante, comme si elle avait gagné quelque chose. Mais elle n'avait rien gagné, car ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que je ne jouais plus le rôle. J'avais cessé d'essayer de réparer une histoire brisée. Maintenant, j'observais simplement pour voir où les fissures allaient s'étendre ensuite. Quand le premier coup a été frappé à la porte, la maison sentait déjà le poulet au romarin et un confort soigneusement orchestré. Émilie avait tout habillé de charme, des guirlandes lumineuses sur la terrasse arrière, du vin frais aligné comme des soldats, et même du jazz qui fredonnait doucement depuis l'enceinte Bluetooth dans le coin. Tout semblait fait sans effort, mais je savais que c'était faux. La façon dont elle avait passé l'aspirateur 2 fois dans le salon. La façon dont elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, puis de se regarder dans le miroir. Ce n'était pas pour moi. C'était pour eux. La porte s'est ouverte et les visages familiers sont entrés, des couples que nous connaissions depuis des années, chacun arrivant avec un sourire et une bouteille de vin comme s'ils n'entraient pas sur un champ de bataille. Ils ont salué Émilie avec des accolades et des bruits joyeux, complimentant ses boucles d'oreilles, l'éclairage, le menu. Quand ils m'ont vu, leurs visages ont changé, comme s'ils n'étaient pas sûrs de la version de moi qu'ils allaient avoir ce soir. Je leur ai facilité la tâche. J'ai souri, mais pas trop. Pas le sourire que je portais avant, celui qui disait « Ne vous inquiétez pas, je suis inoffensif ». Celui-ci était plus discret, plus serré, comme si j'étais encore en train de décider si leur présence le méritait. Nous nous sommes installés dans la soirée comme des étrangers prétendant se souvenir du rythme. Les rires sont venus par 2 éclats précoces, coupés par des gorgées de vin et des regards échangés comme des secrets. Les femmes sont restées dans la cuisine la plupart du temps, leur voix haute et théâtrale. Les hommes ont migré vers la terrasse, des bouteilles de bière à la main, regardant le grill comme s'ils détenaient les réponses à leur vie. Je me suis déplacé entre eux, parlant peu, souriant encore moins. Je les ai laissés s'interroger. C'est là que j'ai senti le changement, car je n'étais plus mal à l'aise. C'était eux qui l'étaient. Il fut un temps où j'aurais essayé de combler le silence, de faire une blague pour détendre l'atmosphère. Mais ce soir, j'ai laissé le silence planer comme de la fumée. Je les ai laissés mariner dedans. Je les ai regardés se jeter des coups d'œil après chaque phrase, attendant que je tressaille, que je rie ou que je perde le contrôle. Je n'ai fait rien de tout ça. À table, nous étions assis autour de la longue table en bois de récupération qu'Émilie avait insisté pour que nous achetions l'année dernière. Une pièce maîtresse, l'avait-elle appelée. C'était approprié, car ce soir, elle l'était enfin. J'ai écouté les bavardages, projets de week-end, potins sur la rénovation chaotique de quelqu'un, plaintes sur les impôts fonciers. Tout cela sonnait comme du remplissage, comme un bruit de fond essayant de couvrir quelque chose de pourri en dessous. Puis c'est arrivé, une voix trop légère, trop vive. Alors, Michael, d'autres barbecues prévus à l'avenir, a dit l'une des épouses avec un rire qui n'a pas tout à fait atteint ses yeux. Quelques gloussements autour de la table. Quelqu'un a marmonné, trop tôt. Émilie a baissé les yeux sur son assiette. J'ai souri lentement, j'ai levé mon verre comme pour porter un toast. Ça dépend de qui s'occupe du grill et de qui couche avec qui. Silence. Un type a toussé dans sa serviette. Une fourchette a cliqueté contre la céramique. Je n'ai pas quitté des yeux la femme qui avait fait la blague. Son sourire a perdu 1 centimètre. Je plaisante, ai-je ajouté en sirotant mon vin. Les mariages ouverts, n'est-ce pas? Très progressiste dans ce quartier. Personne n'a ri. Émilie m'a lancé un regard qui aurait pu trancher la table,
mais je m'en fichais. Je n'explosais pas. Je ne donnais pas de coups de poing. Je ne partais pas en claquant la porte. J'étais calme, et c'est ce qui les effrayait. Ils pouvaient gérer la colère. Ce à quoi ils n'étaient pas préparés, c'était un homme qui ne les craignait plus. Plus tard, alors que les invités feignaient le réconfort devant le dessert, je suis sorti seul sur la terrasse, regardant les guirlandes lumineuses clignoter. J'ai entendu de légers rires derrière moi. Trop aigus, trop forcés. Le genre de rire que les gens utilisent quand ils espèrent que la nuit se terminera bientôt. Émilie m'a rejoint après une minute. Elle s'est tenue à côté de moi, les bras croisés. C'était quoi, ça, à l'intérieur, a-t-elle demandé sans me regarder. L'honnêteté, ai-je dit. Et c'est un jour. Tu m'as mise dans l'embarras. Je me suis tourné vers elle. Non. Je leur ai rappelé que je ne suis plus l'homme dont ils se moquaient. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, parce qu'elle le savait. Elle le sentait aussi, le changement. Pour la première fois depuis longtemps, ils ne se moquaient pas de moi. Ils avaient peur de ce que je savais et de ce que je pourrais faire ensuite. Jacques n'a pas dit un mot quand je suis entré, il a juste fait un signe de tête vers la chaise, de la même manière qu'un médecin pourrait le faire après avoir vu vos résultats de test. Il avait l'air fatigué. Pas le genre de fatigue que l'on ressent après trop de nuits blanches, mais celle qui vient de trop en savoir. Je me suis assis. Il a ouvert un tiroir, en a sorti un dossier et l'a fait glisser sur le bureau comme une balle au ralenti. « Elle te trompe » a-t-il dit. Il s'appelle Nat. Un collègue. Milieu de la trentaine. Il conduit une Subaru argentée. Il quitte son appartement avec un sac de sport vers 10h et se retrouve dans ton allée juste après 10h15 certains jours de télétravail. Je n'ai pas pris le dossier. Pas tout de suite. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Il s'est adossé. Difficile à dire. À mon avis, ce n'est pas nouveau. C'est juste le moment où ils ont arrêté de se cacher. Le dossier était posé devant moi comme une confession que je n'avais pas demandée, mais que j'attendais déjà. Jacques l'a tapoté une fois, sans insister, juste en le proposant. Je l'ai finalement ouvert. Des photos. Horodatées. Sa voiture dans l'allée. La voiture de Nat juste derrière. Eux, marchant ensemble vers la porte d'entrée. Sans se toucher, mais proches, à l'aise, familiers. Une autre photo. Elle lui souriant alors qu'il tendait la main pour déverrouiller sa porte. Elle ne m'avait jamais souri comme ça quand je rentrais du travail. Jacques s'est raclé la gorge doucement. Il y a plus que ça là-dedans. Des reçus de restaurant. Quelques clichés pris dans un café près de son bureau. Un banc dans un parc. Jeudi après-midi, sa main sur son genou. J'ai fixé la photo plus longtemps que nécessaire. Puis j'ai fermé le dossier et l'ai repoussé. Ça va, a-t-il demandé, la voix plus douce maintenant. J'ai hoché la tête. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Jacques a haussé un sourcil. Je veux savoir pour les autres, ai-je dit. Ses amies, celles qui tournent toujours autour d'elle, chuchotant comme si nous étions une émission de télé-réalité. Il n'a pas répondu tout de suite, il m'a juste étudié. C'est un autre genre de travail, a-t-il dit finalement. Ça prend du temps, ça coûte cher, et ça ne réparera pas ce qu'elle a fait. Je n'essaie pas de réparer quoi que ce soit, ai-je dit d'une voix ferme. Je veux juste avoir le tableau complet. Jacques a hésité. Vous êtes sûr de ça? Non, ai-je répondu, mais je suis resté dans le noir trop longtemps. Il est temps que quelqu'un d'autre le ressente aussi. Il a hoché la tête lentement, puis a pris un autre formulaire. Ça va vous coûter cher. Probablement plus que ce que vous êtes prêt à payer. Je me débrouillerai. Il a levé les yeux. C'est une question de vengeance? J'y ai réfléchi. La réponse honnête? Non, ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de clarté. Je voulais savoir qui m'avait regardé dans les yeux tout en l'aidant à me poignarder dans le dos. Parce que quelqu'un avait parlé à Randy. Quelqu'un voulait que je sois humilié. Et je n'allais pas rester assis tranquillement pendant qu'ils prétendaient tous être meilleurs que moi. Jacques a commencé à écrire. Vous avez des noms? Je les ai égrenés un par un. Les épouses, les amis, celles qui avaient toujours l'air un peu trop amusées quand Émilie racontait des histoires qui me faisaient paraître petit. Quand j'ai eu fini, il a levé les yeux.
Vous êtes sûr que c'est la direction que vous voulez prendre? J'ai rencontré son regard. J'en ai marre d'être le dernier à savoir. Ce soir-là, je n'ai pas confronté Émilie. Je n'ai pas mentionné le nom de Nat. Je ne lui ai pas montré les photos. Je l'ai regardé dîner en silence, faisant défiler son téléphone entre deux bouchées. Elle a ri de quelque chose, peut-être un mème, peut-être un message, puis a levé les yeux et m'a surpris en train de la fixer. Quoi? Rien, ai-je dit. Tu sembles plus légère ces derniers temps. Elle a haussé un sourcil. C'est un problème? J'ai souri. Non, pas encore. Et sur ce, je suis retourné à mon repas, le dossier caché dans mon sac, mes pensées quelque part bien plus sombres que la lumière de la cuisine ne pouvait atteindre. La chargée de crédit a à peine cligné des yeux quand je lui ai dit que j'avais besoin d'une ligne de crédit personnelle. Elle m'a demandé à quoi elle servirait. Je lui ai dit, dépenses ménagères. Elle a hoché la tête. Elle avait probablement entendu pire ce matin-là. La vérité, c'était pour financer des réponses. Le travail de Jacques n'était pas donné, surtout quand la liste de noms s'est allongée plus que je ne l'aurais cru. Et une fois le premier rapport arrivé, j'ai su que je ne pouvais pas m'arrêter. L'une des amies les plus proches d'Émilie, Monica, avait un schéma. Des brunchs en milieu de semaine avec quelqu'un qui n'était certainement pas son mari. Des photos d'elle dans une Lexus aux vitres teintées, embrassant un homme qui paraissait 10 ans plus jeune et un peu trop suffisant. Une autre, Trisha, rencontrait régulièrement un coach d'affaires qui, selon Jacques, n'avait ni LinkedIn ni Alliance. Au troisième rapport, j'ai arrêté de prétendre que c'était à propos d'Émilie. C'était à propos d'elles toutes. Leur vie soignée, leur rire poli, leur dîner parfait sur Instagram. J'avais souri à ces gens, partagé des verres, des vacances, des toasts, et elles savaient. Elles savaient ce qu'Émilie faisait. Elles en avaient chuchoté, l'avaient partagé, peut-être même encouragé. Et Randy, il ne l'avait pas dénoncé parce qu'il était cruel. Il l'avait dénoncé parce que quelqu'un dans ce groupe voulait que je craque. Et maintenant, je ne pouvais pas m'empêcher de me poser la seule question qui me tenait éveillé la nuit, qui lui avait dit en premier? Ça me rongeait. Pas seulement la trahison, mais sa chorégraphie. Combien d'entre elles étaient complices? Depuis combien de temps étais-je le dindon de la farce au centre de leurs blagues privées? J'ai arrêté de dormir. Je restais allongé là, à fixer le plafond pendant qu'Émilie ronflait doucement à côté de moi, paisible dans un lit qu'elle ne méritait plus. Le silence n'était plus réconfortant. Il était assourdissant. Et le pire, c'est qu'il n'y avait aucun soulagement dans la vérité. Seulement du poids. Chaque nouvelle photo que Jacques m'envoyait me donnait la chair de poule. Chaque nom qui l'entourait, chaque baiser horodaté ou rendez-vous dans un café, tout cela ajoutait au feu, pas à la clarté. Et pourtant, je continuais à payer, même lorsque les taux d'intérêt ont commencé à grimper. Même quand j'ai commencé à sauter des déjeuners, à marcher au lieu de conduire pour aller au travail. Même quand la banque m'a averti de l'augmentation de mon ratio dette-revenu. Parce que j'avais besoin d'une chose plus que de la paix, un schéma. J'avais besoin de comprendre comment cela m'était arrivé. Comment j'avais pu partager des dîners et des vacances avec des gens qui me souriaient, puis se retourner pour couvrir Émilie. Était-ce par pitié? Était-ce un sport? Ou était-ce simplement le fonctionnement de ce quartier? Un accord tacite et creux entre des gens qui avaient cessé de croire aux vies qu'ils prétendaient construire. La dernière mise à jour de Jacques est venue avec une question à laquelle je ne m'attendais pas. Vous voulez que j'arrête? A-t-il demandé au téléphone. Je suis resté silencieux. Vous en avez assez. Bon sang, vous en avez trop. Vous ne construisez plus un dossier, mec. Vous creusez votre propre tombe. J'ai presque ri. Je veux juste savoir qui a allumé l'allumette, ai-je dit. Jacques est resté silencieux un moment, puis, d'accord. Mais sachez ceci, parfois la vérité ne vous sauve pas. Elle brûle juste plus lentement. Le lendemain matin, Émilie a fait des pancakes. Elle n'avait pas fait ça depuis des mois. Elle a dit qu'elle voulait essayer quelque chose de chaleureux à nouveau. Sa voix semblait presque sincère. J'ai hoché la tête, j'ai beurré une tranche et j'ai mâché lentement. Merci, ai-je dit. Elle a paru soulagée, comme si ce seul mot signifiait que j'avais pardonné quelque chose qu'elle n'avait pas avoué. Et peut-être que dans son monde, c'était suffisant. Mais dans le mien, j'ajoutais encore des noms à la liste, attendant toujours de découvrir qui m'avait jeté au loup en premier.
parce que lorsque je me tenais dans ce jardin il y a des semaines, les poings serrés et le visage rouge, quelqu'un là-bas connaissait déjà toute la vérité, et cette personne voulait que je craque. Je ne l'avais pas encore fait, mais je m'en approchais. Émilie a lancé l'idée comme si c'était un cadeau. Elles appellent ça un brunch de réconciliation, a-t-elle dit, comme si le titre seul pouvait poncer des mois de trahison. C'est Trisha qui organise. Juste les filles et leurs maris. Une remise à 0. Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte, les bras croisés, me regardant comme si elle auditionnait pour le rôle de la sincérité. Je pense que ça pourrait t'aider, tu sais, à apaiser une partie de la tension. J'ai levé les yeux de mon café. Tu veux dire la tension causée par le mensonge, la tromperie et les coups bas sociaux? Son visage n'a pas bronché. Tu peux être en colère ou tu peux aller de l'avant. C'est une chance d'aller de l'avant. Je l'ai regardé un instant de trop, puis j'ai hoché la tête une fois. Très bien. Si elle voulait une performance, je jouerais mon rôle. Simplement pas celui qu'elle attendait. Le brunch avait lieu chez Trisha, dans sa nouvelle maison. Tout en verre et en bois clair, une maison conçue pour impressionner plus que pour abriter. Elle se trouvait sur une pente surplombant la ceinture verte, assez loin de la route pour se sentir exclusive, privée. Je me suis demandé si c'était pour ça qu'elle l'avait choisie. Quand nous sommes entrés, l'air sentait les herbes fraîches et l'eau de rose. Les femmes bourdonnaient dans la cuisine comme des abeilles en lin coordonné. Des accolades ont été échangées. Des compliments aussi. Des sourires assez vifs pour trancher des fruits. Les hommes étaient plus silencieux. Ils l'étaient toujours quand quelque chose de non dit flottait dans l'air. Quelques-uns m'ont tapé sur l'épaule comme s'ils voulaient prouver quelque chose. J'ai rendu le geste. Sans chaleur. Je savais ce que la plupart d'entre eux avaient fait maintenant. Je ne leur avais juste pas encore dit. Les mimosas coulaient à flot. Les assiettes cliquetaient. La lumière du soleil entrait à flot par d'immenses fenêtres comme un projecteur sur un mensonge. Émilie avait l'air radieuse, stratégique même. Elle riait à chaque blague, se penchait dans les conversations comme si elle était l'invitée vedette d'un talk-show sur la survie et le pardon. Je suis resté proche mais silencieux, observant la pièce comme un homme faisant l'inventaire. Trisha s'extasiait sur un nouveau studio de pilates. Monica se plaignait des voyages d'affaires de son mari. Lorraine louait la force d'Émilie, un mot qui me donnait envie de rire. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis appuyé contre le comptoir en marbre, écoutant chaque mot. Elle ne savait pas ce que je savais. Pas encore. Et la distance entre leur sourire et la vérité rendait tout surréaliste, comme si j'étais tombé dans le fantasme de quelqu'un d'autre et que tout le monde attendait de voir si j'allais suivre le scénario. Puis les commentaires ont commencé. De douces piques déguisées en blagues. Des critiques à demi-mot sur les égos fragiles et les réactions excessives. Trisha a mentionné « apprendre à avoir confiance en soi », tout en me regardant droit dans les yeux. Monica a enchaîné avec une histoire sur une amie dont le mari avait joué au détective pour rien. Rire. Même les hommes ont gloussé. Émilie ne les a pas arrêtés. Elle a juste siroté sa boisson, les yeux balayant la pièce comme si elle mesurait l'efficacité du remède. Je n'ai pas dit un mot. Pas encore. Car ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucune d'entre elles n'avait remarqué, c'était la petite clé USB noire dans la poche de ma veste. Et j'avais déjà repéré la télévision montée au-dessus de la cheminée. J'ai regardé autour de moi une dernière fois. Chacune d'entre elles pensait que c'était la fin de quelque chose. Mais elles avaient tort. Ce brunch n'était pas une conclusion. C'était la mèche. Et l'explosion n'était plus qu'à quelques instants. J'avais répété la scène une centaine de fois dans ma tête sur le trajet. Dans certaines versions, je criais. Dans d'autres, je brisais des verres et partais en trombe. Mais là, debout, appuyé contre le comptoir en marbre de Trisha, je ne ressentais aucun besoin de théâtralité. La pièce le faisait pour moi. Il riait d'une autre histoire de Monica, quelque chose à propos d'une amie dont le mari ne supportait pas d'être exclu d'une discussion de groupe. Les maris ricanaient comme un public de studio obéissant. La main d'Émilie reposait sur le dossier d'une chaise, ses ongles tapotant un rythme doux. Elle ne me regardait pas. Aucune d'entre elles ne me regardait. Elles étaient redevenues à l'aise, croyant que mon silence était une reddition. Ce n'était pas le cas. Je me suis redressé, j'ai lissé ma veste et je me suis dirigé vers la cheminée. Vous savez, ai-je dit, ma voix basse mais portant.
J'ai réfléchi à votre générosité. La conversation a bégayé, puis s'est éteinte. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Vous organisez des fêtes. Vous offrez des conseils. Vous gardez des secrets. J'ai souri légèrement. Vous êtes très doué pour garder des secrets. Les yeux d'Emily se sont tournés vers moi. Un avertissement tranchant. Michael. J'ai sorti de ma poche la petite clé USB noire. Je l'ai tenue entre deux doigts comme un magicien révélant sa dernière carte. Vous avez choisi le mauvais homme pour jouer à ce genre de jeu, les filles. Les mots flottaient dans la lumière du soleil comme une lame. Un rire nerveux est venu de l'un des hommes. Mike, c'est quoi cette histoire? Tu vas voir. Je me suis dirigé vers la télévision montée au-dessus de la cheminée, j'ai inséré la clé dans le port USB caché sur le côté. L'écran s'est allumé. Pendant un battement de cœur, seule une icône de dossier vierge est apparue. Puis les images sont apparues. Emily dans sa voiture, se penchant vers un homme qui n'était pas moi. Une Subaru argentée dans notre allée. Des déjeuners qui n'en étaient pas. Une main sur un genou sur un banc de parc. Horodaté, indéniable. Des halètements ont traversé la pièce. Quelqu'un a marmonné, oh mon Dieu. Un autre verre a cliqueté contre la table. Mais le diaporama ne s'est pas arrêté là. Monica dans sa Lexus, embrassant son coach. Trisha dans le hall d'un hôtel avec son coach d'affaires. Lorraine dans un parking, se glissant dans le camion d'un inconnu. Chaque photo défilait comme une vague, exposant les accords tacites qu'elles avaient tous conclus ensemble. La pièce a éclaté. Emily s'est jetée sur la télécommande. Éteins ça. Je me suis interposé entre elle et la télé. Tu ne voulais pas d'honnêteté? La voilà. Les visages des maris ont pris une teinte que je n'avais jamais vue. Colère, choc, embarras. L'un d'eux a chuchoté un nom. Un autre s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière. Les voix se sont superposées, criant des dénégations, c'est faux, tu es malade, comment oses-tu? Le brunch s'est transformé en chaos. Le vernis de guérison soigneusement appliqué s'est écaillé en quelques secondes. Emily a attrapé mon bras. Michael, arrête ça. Tu te ridiculises. J'ai baissé les yeux sur sa main sur ma manche, puis je les ai relevés vers l'écran où son sourire anat persistait. Je ne me ridiculise pas, ai-je dit calmement. J'en ai fini d'être le dindon de la farce. J'ai reculé, j'ai débranché la clé USB et je l'ai glissée dans ma poche. Les images se sont figées à l'écran. La dernière, un tableau parfait de l'hypocrisie. Des sourires à une table de dîner, des doigts entrelacés sous la table avec quelqu'un d'autre. Profitez bien de votre brunch, ai-je dit. Et puis je suis parti. Pas de cris, pas de grand final, juste le son de mes chaussures sur le sol poli, la porte qui s'ouvre, la lumière du soleil qui entre alors que je laissais la maison de verre derrière moi. En atteignant ma voiture, le rugissement étouffé des voix s'est échappé. Des accusations, des sanglots, des chaises qui raclent le carrelage. Un homme a crié un nom. Une femme a hurlé en retour. Un autre verre s'est brisé. J'ai démarré sans regarder dans le rétroviseur. Pour la première fois depuis des mois, la route devant moi semblait claire. Pas bonne. Pas sûre. Mais claire. J'ai conduit sans musique, juste le ronronnement des pneus sur la route et le léger tremblement de mes mains sur le volant. Mon téléphone a vibré encore et encore dans le porte-gobelet. Emily, des numéros inconnus, peut-être l'un des maris, mais je n'ai pas regardé. Je ne voulais pas voir les messages. Pas encore. Pour la première fois depuis des mois, je ne pensais pas à où était Emily ou avec qui elle était. Je pensais à moi. À ce calme étrange et sinistre qui suit la tempête à laquelle on s'est préparé. Quand je me suis enfin garé dans notre allée, la maison avait l'air exactement comme quand nous l'avions quittée. La balançoire du porche grinçait dans la brise, la pelouse fraîchement tondue, tout était normal, tout était mensonge. Je ne suis pas entré. Je suis allé dans le jardin, je me suis assis sur les marches et j'ai laissé le silence s'étirer jusqu'au crépuscule. Ce n'était pas la paix. Pas encore. Mais c'était l'absence de bruit, et c'était déjà quelque chose. À la tombée de la nuit, Emily n'était toujours pas rentrée. Je savais qu'elle ne le ferait pas. Pas après ça. Les semaines suivantes sont passées comme de la friture sur la ligne. Emily a déménagé d'abord, dans l'appartement d'une amie, juste le temps que les choses se calment. Pas de dispute, pas de larmes,
pas de sortie dramatique. Juste un mot sur le comptoir de la cuisine, nous avons tous les deux besoin d'espace. Je n'ai pas discuté. Je ne l'ai pas poursuivi. J'ai laissé l'espace grandir. J'ai demandé le divorce discrètement. Les papiers étaient froids et impersonnels comme une facture de service public. Mon avocat a dit que nous pourrions négocier à l'amiable si nous gardions notre calme. Je lui ai dit que j'avais déjà épuisé tout mon calme. Les autres hommes, ceux dont j'avais exposé les femmes, ont commencé à me contacter un par un. Des SMS, des appels, certains en colère au début, m'accusant de les avoir pris par surprise. Mais la colère s'est adoucie pour devenir autre chose. L'embarras, la curiosité, même des excuses. Un après-midi, Randy, de toutes les personnes, a appelé. Sa voix était hésitante. « Je suppose que je te dois des excuses, mec, a-t-il dit. Je ne savais pas à quel point c'était profond. J'ai gardé le silence. Il a ajouté, tu n'étais pas fou. Tu l'as juste vu trop tard. Puis il a raccroché. C'était le schéma. Des hommes qui pensaient faire partie de la blague, réalisant qu'ils en vivaient une eux-mêmes. Je ne leur ai pas pardonné, mais je n'en avais pas besoin. Il n'était plus mon problème. La maison est devenue silencieuse sans les pas d'Emily, son parfum dans le couloir, son téléphone qui s'allumait la nuit. Whisky, le chien, me suivait de pièce en pièce, confus mais loyal. Je travaillais, je dormais, je tondais la pelouse, je préparais mes propres repas. Ce n'était pas une victoire. C'était la survie. Une lente et régulière dissipation de la fumée après l'incendie. Certains soirs, je m'asseyais sur le porche avec un verre, pensant à la rapidité avec laquelle les rôles s'étaient inversés. Pendant des mois, j'avais été l'humilié, celui dont on chuchotait. Maintenant, c'était eux. Et moi, j'étais juste libre. Je ne savais pas ce qui allait suivre. Mais pour la première fois, la question ne me faisait pas peur. Parce que je n'étais plus le dindon de la farce. J'étais l'homme qui était sorti avant que la maison ne brûle. Cela faisait 3 mois depuis le brunch. La poussière était retombée, du moins en surface. Des divorces étaient engagés, des thérapeutes étaient consultés, et les fils d'actualité Instagram sont devenus étrangement silencieux. Les épouses ont complètement disparu des réseaux sociaux. Plus de selfies de groupe. Plus de fausse modestie. Juste le silence. Le genre de silence qui fait que les gens se demandent si la fête a vraiment eu lieu. Quant à moi, j'ai gardé les choses simples. Un nouvel appartement en centre-ville, 2 pièces, pas de pelouse à tondre, pas de meubles choisis avec soin, juste un espace qui était à moi et à moi seul. Je l'ai rempli de plantes que j'oubliais d'arroser et de livres que je lisais vraiment. Pas de faux semblants. Et chaque jeudi, comme une horloge, je retrouvais mon vieil ami Ethan pour un steak et un bourbon dans ce boui-boui aux lumières tamisées et aux tables en bois véritables. C'était devenu une tradition, un rituel. Ce soir-là, nous en étions à notre 2e verre quand il s'est adossé, a gloussé et a dit « Tu le regrettes ?» Je n'ai pas fait semblant de ne pas comprendre. Il parlait de la clé USB, des photos, du chaos, de la guerre que j'avais déclenchée dans une maison de verre. J'ai pris une gorgée, j'ai laissé la chaleur reposer sur ma langue avant de répondre. Mon seul regret, ai-je dit, c'est d'avoir laissé ma foutue clé USB dans cette télé. Ethan a éclaté de rire, manquant de renverser son verre. Tu l'as laissé ? J'ai haussé les épaules. Je suis sorti si tranquillement que j'ai oublié qu'elle était encore branchée. Il a secoué la tête en souriant. Donc, techniquement, ils ont pu garder les preuves. Qu'ils les gardent. Ils en auront besoin quand ils commenceront à essayer de se convaincre que ce n'est pas arrivé. Nous sommes restés silencieux un moment. Le genre de silence que seuls les vieux amis peuvent partager, celui qui n'a pas besoin d'être comblé. Finalement, il a dit, tu penses à recommencer à zéro ? Chaque jour, ai-je répondu. Mais pas comme avant. Je ne cours plus après rien. J'écoute juste le calme. Il a levé son verre. Au calme, alors. Nous avons trinqué. Et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, je ne me sentais pas comme l'homme qui avait tout perdu. Je me sentais comme l'homme qui était enfin sorti du feu. Pas brûlé, juste différent. Meilleur. Votre vie a-t-elle déjà été bouleversée par les personnes les plus proches de vous ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin,
Merci de m'avoir écouté. Toutes les fins ne sont pas heureuses, mais certaines sont honnêtes, et parfois, c'est tout ce qui compte.